C'est très très drôle que tu poses cette question parce que c'est complètement par hasard. Dans mon entourage, il y a beaucoup de joueurs de poker et ils ont tous une histoire de ma grand-mère joue au poker, mon père joue aux cartes ou alors ils avaient un ami proche avec lequel ils avaient grandi quand ils ont grandi et ils jouent aux cartes et du coup qui les a piqués au jeu. Et en fait, moi, c'est que je faisais du hand et tu sais, tous les ans, en France en tout cas, il y a ce qu'on appelle un forum associatif en début d'année pour présenter toutes les associations des différentes villes. Et figure-toi qu'à côté du stand de hand, il y avait le stand poker. Donc je suis allé avec mon père pour aller dire bonjour au président du club de hand, à l'époque il s'appelle HR. Et il y avait un petit gars là sur le côté qui voudrait son association de poker, donc le club poker 78, et qui était seul. Et on a commencé à discuter et il m'a présenté le poker comme ça. Et voilà, il m'a dit écoute, on se rejoint dans une salle de la ville une à deux fois par semaine et t'es évidemment bienvenu toi et ton papa. Et voilà, j'ai complètement commencé comme ça, donc parfaitement au hasard. Au début, je comprenais rien. Je comprenais à peine les règles et c'était vraiment pour le fun. Je trouvais qu'il y avait une très bonne ambiance et je me suis tout de suite très très attaché au jeu, à l'aspect compétitif. En fait, finalement, je retrouvais dans le poker ce qu'il y avait dans le sport quelque part. Alors, c'est pas exactement pareil, mais en tout cas, au niveau des sensations, tu vois, j'ai vraiment retrouvé énormément de similitudes. Et le président du club, qui s'appelait Benoît Fourette, euh, je suis devenu extrêmement proche, très très proche de lui. C'était mon meilleur pote. Et puis de fil en aiguille, donc lui, il jouait vraiment beaucoup au poker, hein, c'est le président du club. Et de fil en aiguille, on a commencé à passer tous les après-midi ensemble et il montrait tout ce qu'il savait. Et on essayait d'étudier le jeu comme on pouvait. Alors à l'époque, c'était vraiment que des maths, que des probas. Et tu vois, je me rappelle que c'était un truc de fou quand on avait découvert que pour Roland contre, 7 over 7, c'était environ une chance sur 64. Et puis, tu vois, enfin, c'est des trucs comme ça, tu vois, c'est des trucs on a l'impression de découvrir l'or à chaque fois, alors on était vraiment très très nuls, on était au tout début. Et voilà, c'était vraiment cette rencontre avec Benoît et la découverte de tout cet aspect, donc que ça soit ouais le jeu en lui-même, mais aussi tu vois le fait de y avait joué, mais il y avait aussi essayé de réfléchir en amont. Et bon voilà, j'ai tout de suite été piqué, j'ai tout de suite adoré le jeu. Donc j'ai commencé en associatif alors que j'avais 14 ans. Ok, donc moi, l'arrivée des solvers, je l'ai vécu alors que j'étais pas encore pro de poker. J'ai découvert pour la première fois les solvers, ça devait être en 2016, donc c'est vraiment un joueur voilà, récréatif, j'avais un travail à côté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré un gars qui jouait en high stakes à Macao, très très cher, et qui m'a proposé le deal d'une vie, qui était que lui mettait tout l'argent nécessaire pour étudier, et notamment au niveau des solvers que moi, donc j'avais budget limité pour étudier, que lui, quand il revenait de Macao et que on était ensemble en colloque à Taïwan, du coup je suis parti vivre à Taïwan, que en fait je lui partageais tout ce que j'avais découvert, tout ce que tu vois, tout ce que j'avais pu trouver. Donc à l'époque les solvers c'était très très archaïque, très très difficile d'utilisation. Il fallait beaucoup de temps pour voilà pour trouver les résultats et surtout trouver des résultats qui nous intéressaient. Et on a eu l'idée au début d'utiliser les solvers d'une manière un petit peu différente de simplement regarder les résultats. Et on sait que sur cette texture-là, dans cette position-là, il faut faire ça. Mais on a eu l'idée de plutôt se dire, on va jouer face à des profils différents qui sont pas du tout, même je probablement jamais eu accès aux solvers, ou en tout cas pas encore. Et donc, qu'est-ce qui se passe si mon adversaire est plus tight? Qu'est-ce qui se passe si mon adversaire est plus loose? Comment est-ce que je m'adapte face à ça? Et en ayant ce simple mécanisme de réflexion, en fait, on a évidemment étudié la GTO, mais le but de la GTO, c'était pas de jouer comme un ordinateur, c'était plutôt d'exploiter au maximum les tendances de nos adversaires. Et cette simple idée, en fait, ça, je sais que c'est ce qui nous a permis de gagner énormément d'argent, parce que quand les solvers sont arrivés, tout le monde a essayé de copier au plus possible et voilà, enfin, c'était la mode à l'époque de c'est la seule façon de jouer, alors que nous on était en mode mais non en fait, si en face il y a pas de place, tu vois, si le mec
pattern qu'avec Nuts, voilà, c'est facile de voler ça. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'était que on avait une approche qui était extrêmement différente de simplement copier ce que faisait la machine, mais plutôt regarder et comprendre les mécanismes. Donc effectivement, quand j'avais moi sorti ma masterclass bien plus tard, donc quand j'avais sorti ça, c'était à la suite du fait, bah, effectivement, que j'étais en Angleterre pendant le Covid et que je jouais beaucoup du coup online et que j'étais repassé online. Pendant le Covid, évidemment, tout le monde était online et qu'en fait, je voulais partager un petit peu l'idée de jouer différemment d'un robot. Je trouvais qu'il y avait deux types de gens en France, chez les pros, en tout cas les réguliers. Il y avait ceux qui voulaient absolument jouer de manière GTO et ceux qui étaient pros depuis des années et de toute façon ils avaient un schéma de jeu qui était extrêmement cohérent et de toute façon ça fonctionnait. Et tu vois, je voulais un petit peu créer quelque chose au milieu, en mode, regardez, il y a plein de choses qui fonctionnent parce que le field a ces tendances-là. Donc, vous qui faites des trucs hyper exploits, vous avez raison. Vous qui jouez GTO, de toute façon, vous pouvez pas perdre. Donc, vous avez raison. Mais peut-être qu'en allant au milieu de ces deux visions-là, on va pouvoir gagner plus d'argent. En tout cas, plus de big blind. Et voilà. Donc, c'est vraiment dans cette approche-là que j'avais construit la masterclass. Et surtout à l'époque, hein, j'avais joué pas énormément de mains. Hein, j'avais joué peut-être 130 000 mains ou 140 000 mains. Il y avait vraiment des choses qui fonctionnaient de fou et je me sentais obligé de partager avec la communauté. Donc voilà, voilà un petit peu mon approche quand les solvers sont arrivés et puis ensuite quand j'ai construit ma masterclass. J'ai fait un petit peu à tout, effectivement, pendant et depuis maintenant quasiment 5 ans. Alors, il y a eu le Covid, hein, il y a eu un break au milieu. Mais depuis, j'ai eu une petite période de limit hold'em pendant ces 5 ans, mais grosso modo, pendant 5 ans, je suis devenu spécialiste mix games. Et donc, pourquoi m'intéresser à ces formats-là? Plusieurs choses. Déjà, je pense que c'était un objectif ultime quand j'ai commencé à m'intéresser énormément au poker et quand j'ai commencé à vouloir devenir fort. C'était que je me disais que le joueur parfait jouait un petit peu à tous les jeux. Tu vois, il y avait ce fameux tournoi, le Player Championship, qui était là tous les ans à Vegas, 50 000 $ d'inscription, et où en fait tu joues au moins 8 jeux. Cette année c'est 9, mais voilà, ça peut être entre 8 et 10 jeux. Et tu vois, l'idée de maîtriser plusieurs jeux, c'était vraiment un truc qui m'intéressait, parce que je me disais, c'est dingue, quoi, c'est fou, tu vois. C'est fou de faire ça. Et donc, c'était un truc qui m'attirait énormément au début, vraiment comme un challenge. Et puis ensuite, on va pas se mentir, les tables de cash game aujourd'hui en high stakes, elles tournent majoritairement, donc oui, effectivement en PLO, mais aussi en mix games. En mix games, la population, ça va être des mecs qui jouent au poker depuis 30-35 ans et qui n'ont pas forcément tout le temps hyper étudié le jeu. Alors, ils ont des betting patterns et ils ont une vision et une approche du jeu qui est extrêmement cohérente et qui sont, comment dire, sculptés avec le temps. Donc, c'est pas des fiches, hein, on en a. Par contre, ça va peut-être être des joueurs qui vont être un peu plus peignants pour travailler. Donc, il y a eu aussi ce virement ce virage qui a été fait parce que bah, les tables de high stakes en mid-scam, elles sont beaucoup plus lucratives que les tables de high stakes en limit hold'em où tout le monde est vraiment très fort. J'ai joué pendant 2 ans en high stakes en limit hold'em, en cash game tous les jours contre les meilleurs joueurs du monde et c'était extrêmement compétitif, extrêmement dur. Tous les jours étaient une bataille et puis de temps en temps, tu avais un nouveau mec qui arrivait, qui sortait de nulle part et qui était encore meilleur que toi. Enfin, voilà, il y avait toujours ce challenge permanent, sans cesse. Alors qu'aujourd'hui en mix game, oui, il y a toujours cette compétition qui est extrêmement rude, mais j'arrive à trouver le temps d'avoir une vie à côté, donc du coup d'avoir un épanouissement personnel, une balance, etc. Et c'était quelque chose que je recherchais, tu vois, être plus heureux dans ma vie. Tu vois, je vis aujourd'hui maintenant à Las Vegas. Voilà, j'essaye de m'accorder 1 voire 2 jours, mais bon, plutôt 1 jour par semaine. Et j'arrive à trouver mon équilibre comme ça, tu vois, j'imagine dans le futur avoir une famille. Mais le fait de vieillir, peut-être m'a fait un petit peu lever la tête du guidon, même si le poker c'est toute ma vie. Hein. Mais je pense que mes années Macao, elles étaient extrêmement, extrêmement rudes, que ce soit pour mon mental ou pour mon physique. Tu vois, un rythme normal à Macao, c'était tu te lèves à 5h30 du matin pour aller tirer ton siège
à 6h. Si tu étais là à 6h01, tu n'étais même pas dans le tirage au sort. Tu avais 25 top reg mondiaux de cash game qui tiraient pour les 8 places qu'il y avait sur la table. Si tu avais la chance d'être sélectionné, tu jouais jusque le soir où de temps en temps tu avais la chance qu'un VIP arrive. Donc grosso modo l'étape c'était du Cannondid. Il y avait 8 joueurs qui étaient tirés au sort à 6h du matin et il y avait 2 sites qui étaient ouverts au cas où s'il y avait un VIP qui se montrait. Le site 1 c'était pour vraiment les très gros VIP. Le site 8, le site 7 c'est pour les VIP un peu moins bien. Et donc tout le monde voulait se mettre site 2, etc. Et grosso modo tu jouais jusqu'à être épuisé, quoi. C'est-à-dire que quand il y avait un VIP, tu vois, moi j'ai déjà fait des sessions de 45 heures où tu avais le droit à 1 heure de break toutes les 8 heures parce qu'il y a un seul joueur qui peut partir en break. Bon, tu peux pas être à 2 en même temps en break. Donc pendant 1 heure, tu vois, j'avais un appartement qui était juste au-dessus de la poker room, j'allais dormir et je revenais à temps et tu vois, je mangeais à table, etc. En fait, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Et puis aussi, quand il y avait un VIP en ville, en fait, la table ne cassait absolument jamais, donc elle tournait 24 heures sur 24. Donc, ce qui se passait, c'était que, alors c'est un petit peu compliqué pour les auditeurs, donc si tu veux, tu couperas ça parce que c'est assez chaud à suivre, c'est assez chaud à expliquer. Mais grosso modo, donc le tirage au sort se passe à 6h, admettons que le VIP arrive à 10h du soir, il joue jusqu'à 3-4 heures du mat. À 3-4 heures du mat, tu as des règles qui vont aller se coucher avec lui, et du coup ils perdent leur site, mais tu as d'autres règles qui vont rester pour rejouer avec lui à 10h le lendemain. Et tu vois, c'est vraiment un truc de fou. Et toi, si tu es sur liste d'attente, du coup, à 3h ou 4h du mat, tu reçois un texto, tu as 15 minutes pour arriver assis à table avec les jetons. Enfin, bon, voilà, t'imagines bien que tout ça, tu peux pas concilier une vie, tu peux pas avoir une chérie, tu peux pas avoir, enfin, un conjoint, par contre, une conjointe, tu peux pas avoir tout ça, quoi. Tu peux pas avoir une vie de famille. Tu fais de l'argent, c'est sûr. Par contre, c'est au détriment et c'est au sacrifice de beaucoup trop d'autres choses. Donc voilà, j'ai fait ce virage, je crois, j'ai un peu du mal avec ce mot. Donc j'ai fait ce virage vers les mix games parce que je me suis dit que j'allais pouvoir concilier aussi une vie heureuse dans ce domaine et je voulais durer sur le temps. J'avais un petit peu le sentiment que j'aurais pu avoir une overdose de tout ça si j'avais fait ça encore 2 ou 3 ans de plus. Alors que là, je suis en mix, je mets mes pantoufles, etc. C'est extrêmement dur, hein, te méprends pas, mais je me sens parfaitement à l'aise, je me sens comme un poisson. Alors, c'est hyper intéressant ta question, parce qu'évidemment, c'est ce que tout le monde se pose. C'est comment progresser au poker? C'est une question, je pense, essentielle. Pour ma part, j'imagine qu'en tout cas, mon approche est celle-ci. C'est que au début, on connaît rien. Quand on découvre un nouveau jeu, on sait rien. On part vraiment de zéro. Et donc, je pense que la meilleure façon de guider, c'est de comprendre les façons de penser d'autres joueurs. Alors, je parle pas forcément des top joueurs, mais juste, voilà, mettre un premier pied. Donc, moi, ce que j'avais fait, et notamment en 2018, quand j'ai commencé, enfin, c'était décembre 2017, quand j'ai commencé à m'intéresser au mix game, c'était que j'avais regardé des vidéos commentées de mecs qui étaient en session et qui disaient leur façon de penser. Et voilà, j'ai comme ça, de cette manière-là, pu m'imprégner un petit peu de l'idée du jeu, tu vois, juste l'idée du jeu. Je pense qu'ensuite, la seconde approche, c'est il faut... la seconde approche, la deuxième étape de cette approche, c'est qu'il faut s'intéresser absolument aux mathématiques. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment le jeu fonctionne, quels sont les odds, comment est-ce que on joue bien. Donc, comment est-ce qu'on évite de faire des erreurs, en tout cas mathématiques, parce que ça, c'est des choses qui, voilà, c'est faire une passe au basket, c'est des choses qu'on doit maîtriser sur le bout des doigts, c'est la base de la base. Donc, premier step, s'imprégner de la réflexion. Deuxième step, comprendre les mathématiques. Et ensuite, troisième step, il faut se jeter dans le bain. Comment j'avais fait pour me jeter dans le bain? C'est vous allez sur YouTube, vous regardez des sessions de cash game, ou vous regardez des tournois ou peu importe le format que vous voulez faire. Vous appuyez avec les cartes face-up, vous appuyez sur pause à chaque décision, et vous demandez qu'est-ce que je ferai à sa place et pourquoi. Ça, c'est un travail de fond. C'est un travail qui est immense et c'est un travail aussi qui peut être périlleux parce que il y a personne pour vous corriger. Mais c'est un travail qui est nécessaire parce que vous commencez à construire votre réflexion. Vous commencez à, voilà, à être de plus en plus à l'aise avec les réflexes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que au début, vous ne savez rien. Donc, on peut partir du principe que si vous regardez un bon joueur et que vous ne réfléchissez pas comme lui, en tout cas, vous ne trouvez pas la même réponse que lui, c'est lui qui a raison. Et donc,
Voilà, ce qui est intéressant derrière, c'est de se demander toujours la question, la fameuse question, pourquoi? Toujours, je me demande pourquoi. Et ça, c'est vraiment, je pense, le gros du travail. Ensuite, il faut évidemment pratiquer, c'est le quatrième step, jouer, noter des mains. Je pense que le jeu par rapport au travail, quand on découvre une nouvelle variante ou on travaille un nouveau jeu, c'est, je pense, un 50-50. Après, il y a des gens qui diront autre chose, ou il y a des gens qui auront probablement fait des études là-dessus, j'en sais rien. En tout cas, moi, ça fonctionne comme ça. Et ensuite, à force de faire ça, on va se retrouver bloqué. Il y aura plus de contenu qui vont nous apprendre quoi que ce soit. Et donc là, on va passer à la cinquième étape, qui est celle où, qui va permettre d'avoir un pas d'avance sur les autres. Donc là, on est arrivé à la quatrième étape. Normalement, à la fin de la quatrième étape, on est arrivé plus ou moins au même niveau que les autres. Ensuite, pour avoir un pas d'avance, la cinquième, bah, c'est travailler sur les solvers seul. Et ça, c'est un travail qui est extrêmement long. Ça demande énormément d'efforts. Et contrairement aux quatre autres étapes d'avant, la cinquième, il faut énormément passer de temps pour découvrir de temps en temps un petit truc. Donc le reward par rapport au temps passé, il est absolument atroce, mais par contre, il est nécessaire parce que finalement, c'est ces efforts-là qui vont faire que vous aurez un edge et que du coup, vous allez pouvoir en permanence gagner plus de big blind par rapport aux autres. Pour les gens qui s'y intéressent, alors évidemment en France, malheureusement, c'est pas du tout développé et donc du coup, c'est très difficile de trouver des tables qui tournent. Après, aux États-Unis, c'est au moins aussi joué que le Monitor Jam avec le PLO. Il y a des tables partout, que ce soit online ou en live. Donc, très facile d'accès, mais bon, évidemment, ça demande un gros investissement, hein, que ce soit pour payer les billets, pour aller voyager, etc. Donc, c'est pas forcément le truc à faire au début, en tout cas, que je conseillerais si on n'a pas une bankroll décente. C'est pas forcément, voilà, bon, ce serait pas forcément un conseil. Par contre, une fois que, si vous voulez vous mettre dedans, une fois que vous avez la bankroll nécessaire et que vous êtes prêt à dépenser de l'argent pour voyager, notamment aux US, vous allez trouver votre compte. Le seul défaut qu'il y a en mixed c'est que il n'y a pas trop de tables intermédiaires. Donc, grosso modo, vous allez trouver du small stakes, vous allez pouvoir jouer en 4-8 en limite. Donc, grosso modo, quand on parle en limit game, il faut diviser par environ 3 la valeur que ce serait en no limit hold'em. Donc, typiquement, si vous jouez une 10-20, ce serait une 3,5-7 en no limit hold'em. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Le défaut qu'il y a en mixed game, c'est que vous allez pouvoir trouver de la 40-80 ou de la 30-60, donc l'équivalent de la 10-20. Et ensuite, il n'y aura plus rien jusque de la 200, 400, 300, 600. Donc, il y a un immense gap là. Après, ce gap-là, il peut être un petit peu amorti par le fait de vendre des actions, etc. Donc voilà, c'est pas un aussi gros problème que ça. Mais si vous voulez vous lancer un game, vous allez pouvoir trouver de l'action toute l'année. Il y aura toujours des joueurs. Et ce qui est le plus beau en game, c'est que les VIP, en fait, c'est les mêmes depuis des années, parce qu'ils adorent ça. Une des choses que j'avais pas dit dans le pourquoi je suis passé en game, c'est parce que qu'est-ce que c'est sympa pour le cerveau de changer de jeu. Qu'est-ce que c'est rafraîchissant. Tu vois, moi, je vois pas jouer en cash ou 13, 14, 15 heures par jour, je les vois pas passer. Alors qu'en No Limit Hold'em, 5, 6 heures, je peux le dire, je suis quand même épuisé parce que il n'y a pas de fraîcheur au niveau du cerveau, il n'y a pas de, c'est toujours les deux mêmes cartes et on attend deux as et voilà, on joue des suited connectors, on fait des trucs. Là, on va jouer un coup Baduki, un coup Deuce to Seven, un coup Stud, un coup. Et pour le cerveau, le fait qu'il y ait toujours du changement, ça remet un petit peps, une petite décharge d'adrénaline et boum, on est reparti. Et ça, c'est un truc qui est positif. Donc, évidemment, moi, je suis un immense fan des Miscam, mais j'adore aussi le Limited Demain. Hein. C'est mon jeu de prédilection, mais les Miscam, ça vraiment, enfin, c'est l'amour de ma vie, quoi. Et, et je le recommande. Après, la transition, je la conseille pas quand, voilà, je la conseille pas tout de suite et je vous recommande pas de vous focus sur une X-Game dès le départ. Je vous recommande de construire votre bankroll, que ce soit en PLO ou en Unlimited Dem, qui sont des jeux à part entière. Devenez fort dans ces jeux-là et puis ensuite, quand vous êtes suffisamment confortable pour passer tout ce temps nécessaire pour travailler le jeu, faites la transition si vous le souhaitez, mais voilà. Bon, en tout cas, n'ayez pas crainte, il y aura toujours une belle table de poker qui attend pour vous.
Alors déjà, il y a, je pense, ce truc qui est que on veut tout de suite performer et on pense que ceux qui performent tout de suite sont les meilleurs joueurs, etc. Moi, je pense que chacun va à son rythme. Euh, tu vois, dans les gens que alors j'ai pas beaucoup coaché, j'ai vraiment une masterclass, c'est vrai, mais je pense que la seule personne que j'ai vraiment coaché, c'est Sébastien Grax, qui est aujourd'hui vit aussi à Vegas et qui est un très bon joueur de Little Thumb. Et tu vois, aujourd'hui, il joue encore en cash game, il joue en 2-5, il est tranquille, c'est un très bon joueur de poker, mais il prend son temps et personne ne dira que c'est un mauvais joueur. Donc, tu vois, c'est un petit peu ce fantasme de tout de suite vouloir crush, etc. En fait, je pense que chacun va à son rythme. Dans tous les cas, la qualité numéro une pour réussir, et moi je parle de réussir et pas forcément de performer tout de suite, c'est en vouloir, c'est être passionné, c'est à chaque échec recommencer, ça c'est important, c'est faire les efforts nécessaires pour y arriver. Tu vois, c'est l'abnégation, c'est toujours, c'est boum boum boum. Tu prends une claque, ça arrive, c'est normal que tu sois triste, il faut l'accepter. Rentre chez toi, prends du temps pour toi, joue aux jeux vidéo, regarde Netflix, fais ce que tu veux. Par contre, le lendemain matin, quand tu te réveilles, il faut que tu sois prêt à aller au charbon, tu vois. Et je pense que de toutes les qualités, peu importe nos facultés intellectuelles, peu importe. Ça, c'est la numéro une, c'est un vouloir. C'est un vouloir. Les personnes autour de moi qui en voulaient, elles ont réussi, et ça, peu importe leur intelligence, et peu importe le temps qu'elles ont mis. Évidemment, ceux qui vont performer tout de suite, ce sera plus facile pour eux, ils vont pouvoir monter leur bankroll, etc. Ils vont être beaucoup moins dans l'échec. Mais ceux qui réussissent sur le long terme, c'est ceux qui réagissent le mieux aux échecs. Ça, c'est une certitude. Toutes les personnes qui ont performé sur le long terme, c'est les mecs qui en voulaient plus que les autres. Tu vois, il y a ce truc avec le poker où la personne va te prendre par la peau des fesses pour te faire grind, pour te faire travailler ton jeu. Il faut que tu le fasses toi. Et pour le faire toi, il faut que tu en aies envie plus que les autres, un bar, quoi. Et puis évidemment, si le poker c'est ta passion, tel que c'est pour moi, c'est beaucoup plus facile. Parce que finalement, c'est exactement ce que tu as envie de faire de toute ta journée, tu vois, c'est de jouer ou travailler ton poker. Mais voilà, il y a vraiment, ouais, finalement, le seul prérequis, ce serait avoir un amour inconditionnel pour le jeu. Et donc, ça fait un inné, et du coup, en qualité, ça irait avec, ce serait ouais, l'abnégation, quoi. Vraiment, ne jamais, toujours se relever après tomber. Et de toute façon, en fait, de ne pas réussir, de perdre, d'avoir des downswings, c'est des choses normales qui arrivent à tout le monde. Ça arrive à Chidwick, ça arrive à Ivy, ça arrive à tout le monde. Tout le monde est passé par là. Par contre, la différence entre eux et les autres, c'est que eux, bah, le lendemain, ils étaient encore là, tu vois. Ils étaient encore là parce que ils se laissaient pas faire. Voilà, il faut se relever tout le temps en permanence. Donc, ouais, je suis désolé, je suis peut-être parti un peu loin, mais c'est vraiment pour moi, c'est l'envie. Alors, l'arrivée de l'AI, moi, elle ne m'a pas particulièrement fait peur, et c'est lié au fait que toujours depuis que j'ai commencé le poker, il y a toujours des nouveaux trucs qui arrivent et on dit ça tuera le jeu, etc. Et finalement, ça n'a pas tué le jeu, ça l'a juste fait évoluer dans un sens qui est où on se rapproche un peu plus de ce qu'il faudrait faire en théorie. Donc ça m'a pas du tout fait peur. Évidemment, tous ces sujets-là, c'est des choses qui m'intéressent extrêmement. J'adore regarder, étudier, écouter ceux qui ont beaucoup étudié. J'adore ça pour me mettre à jour. Mais n'empêche que aujourd'hui, si vous voulez jouer les tritons et que vous voulez jouer des 5K, oui, vous allez devoir être des incollables sur la GTO et oui, vous allez devoir vous faire aider par l'intelligence artificielle ou autre chose dans votre façon de travailler. Et ça, c'est une certitude. Néanmoins, maintenant, j'ai peut-être pris un pas de recul là-dessus et je pense qu'en tout cas en Unlimited Dem, l'argent, il n'est pas à faire sur les 5K au Triton. Et encore au Triton, il y a des VIP, mais je veux dire un 5K à l'Aria ou peu importe les tournois hyper relevés où il y a les meilleurs joueurs du monde. L'argent, il est à faire sur un EPT Monaco. L'argent, il est à faire sur un WSOP Main Event. L'argent, il est à faire sur des tournois où finalement, il y a des joueurs qui font de très grosses erreurs. Et parce que c'est des joueurs qui sont purement récréatifs, qui sont là pour s'amuser. Et un joueur qui saura comment faire pour maximiser ses gains contre ces personnes-là gagnera toujours plus d'argent qu'un mec qui est hyper brillant et hyper précis sur ses décisions GTO. Donc,
Oui, je trouve ça hyper intéressant. Oui, je m'y intéresse, mais néanmoins, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, à mon sens, et en tout cas aujourd'hui, en 2024, c'est, ne serait-ce que si vous vous demandez, moi, de faire à cette tendance-là, comment est-ce que je peux l'exploiter au maximum, quelles sont les adaptations que moi, je vais devoir faire sur mon jeu pour exploiter ça. Donc, c'est-à-dire, encore, j'en reparle, hein, mais ces fameux mécanismes, tu vois, c'est un truc hyper important pour moi. Vous allez gagner plus d'argent que si vous passez des milliers d'heures avec des solvers et des parlia ou ce genre d'outils. Donc, je vois ça d'un bon œil parce que ça permet aux amoureux du poker de toujours aller plus loin. Par contre, ne vous inquiétez pas, les joueurs récréatifs qui sont là pour jouer au poker, eux, ils bougeront pas, ils seront toujours au même niveau en fait. Et le tout, c'est de savoir jouer contre ces gens-là. Ça sert à rien de faire de l'argent contre les autres règles, il faut faire de l'argent contre ceux qui font vraiment de grosses erreurs, donc les récréa. Et ça va entamer un autre sujet. Désolé, je rebondis sur ta question, mais c'est un sujet qui est hyper important et qui est l'essence même du jeu. C'est que sans les VIP, il n'y aurait pas de joueurs pro, ça c'est une certitude. Donc, prenez soin des VIP. Quand quelqu'un est là pour vous, faites-le kiffer, ne critiquez jamais. Le nerf de la guerre, c'est le fait qu'il y ait toujours de l'argent qui rentre dans l'écosystème, parce que ce jeu-là est formidable. Voilà, le poker est formidable. Que si un joueur ne sait rien, ne connaît rien, ne connaît pas la GTO, etc., et qu'il est juste là pour kiffer, faites-lui passer un bon moment. Pour moi, le travail d'un professionnel, c'est aussi ça. C'est passer du bon moment avec les autres pour que non seulement ils reviennent, mais qu'en plus que même passer un bon moment. Mais en tout cas, voilà. Tu vois, j'allais rebondir sur ta question en mode, j'ai l'impression que ta question, c'est ce que tu penses que travailler sur l'IA, ça peut être le futur, etc. Moi, je te dirais, le futur, c'est de prendre soin de tes VIP parce qu'ils reviendront et si tu es à côté de VIP, tu gagneras ta vie quoi qu'il arrive, tu vois. Ça fait très prédatorial de dire ça, mais c'est presque de la bienveillance dans le sens où aujourd'hui, combien de fois, attends, il m'arrivait un truc de fou, j'étais dans un club de jeu parisien et avec des amis, je vais pas donner le nom du jeu, mais on était vraiment là pour rigoler, on s'assoit à une table, c'était de la 2-4 en No Limit Hold'em, et il y a un mec, je sais pas, j'ai open paire de 9, on a 3 bêtes middle position, j'ai call paire de 9, tu vois, ce qui pour moi est complètement standard. Le mec avait évidemment 2 as, je fais un flop, je prends tout. Et le mec m'a insulté, ma famille, disant que j'étais un immense fiche, etc. Il me connaissait pas. Et, et tu vois, c'est un petit peu, c'est rigolo, parce que entendre ça, je pense que le mec en plus c'était un grinder, quoi. En fait, c'est rigolo parce que tu vois, moi, si je suis récréatif et que j'étais là pour passer une bonne soirée, en fait, je reviendrai plus. Et admettons que je sois vraiment nul pour de vrai. En fait, lui, il pourrait plus gagner sa vie, tu vois. Et voilà. Donc, pour moi, l'essence même, c'est comprendre comment tout fonctionne et pas forcément la technique, mais aussi l'écosystème en tant que tel. Donc voilà. Bon, je suis désolé, je suis allé très très loin, mais voilà, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Alors, on a pas de chance en France d'avoir une très très grosse communauté et je pense que c'est lié au fait que les différents acteurs, ils n'avaient jamais abandonné l'idée des médias. Je m'explique. Tu vas sur des événements majeurs. Le deuxième, le deuxième média le plus représenté, un deuxième pays, c'est les Français. Tu auras Poker News pour tout.com et en fait tout.com c'est Canada, Amérique, peu importe tous les pays qui parlent anglais, plus des pays où en fait tout le monde s'en fout du type, je sais pas s'il y a des Biélorusses, des Ukrainiens, des peu importe. Nous en France, on a la chance d'avoir tous les events 2, 3, 4 reporters, un couvreur qui vont finalement rapporter les faits. Et donc ça fait qu'il y a une sorte de vie. Et s'il y a vie, il y a du coup communauté. Les gens ont envie de partager, les gens ont envie d'échanger. Oui, évidemment, il y a aussi évidemment plusieurs forums qui font que tout ça est mis en vie. Finalement, quand quelque chose arrive, tout le monde est au courant, les gens ont moyen d'échanger, que ce soit sur Twitch aussi, il y a de très bons acteurs sur les forums, j'en ai déjà parlé. Mais du coup, il y a énormément de vie. Je trouve avec la communauté poker française, francophone, c'est que il y a beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup voilà, je vais être assez précis sur ce que je dis, mais il y a beaucoup
les gens ont envie d'aider les autres à leur limite. Enfin, dans leur. Putain, attends, là peut-être que tu vas te faire couper parce que je suis en train de. Que je veux pas me tromper sur ce que je dis. Voilà, ok. En fait, la communauté poker, francophone, il y a énormément d'investissement. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'échanges, c'est très vivant. Par contre, c'est vrai que par rapport aux autres communautés, je trouve aussi qu'il y a énormément d'ego. Tout le monde veut prouver qu'il est meilleur qu'un autre, tu vois. Et ça, c'est peut-être la limite de nous en tant que Français. C'est notre culture, notre éducation, etc. Et donc, ça peut vite partir sur des guerres de qui a la plus grosse, quoi, alors que c'est complètement ridicule. Je trouve que par rapport à la communauté, par exemple, américaine, il y a quand même beaucoup moins d'histoires de scams, de vols, de stacking. Et c'est aussi lié au fait que la communauté française est peut-être moins aiguisée sur l'aspect financier. Ils s'intéressent beaucoup plus à l'aspect jeu, à l'aspect découverte, à l'aspect performance, à l'aspect. Tu vois, j'ai l'impression que en France, étant donné que le mot argent, c'est presque quelque chose de tabou, les gens s'intéressent à tout au poker sauf à finalement le nerf de la guerre, tu vois. Je sais pas, tu vas gagner un WPT, par exemple. La une sur les trucs français, c'est premier WPT, ça va à la suite de ce tournoi-là gagné, ce tournoi-là gagné et celui-ci. Aux États-Unis, ce sera plutôt il a gagné 3 millions de 5 000 lors du WPT. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'abord l'argent et ensuite la performance. Et cette approche-là fait que je trouve que c'est agréable d'échanger avec la communauté française parce que on est des passionnés avant tout. Parce qu'on est des passionnés avant tout. En revanche, c'est vrai que de temps en temps, ça, ça me fait un peu grincer des dents quand tu vois des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, tu vois parler, enfin, tu les entends parler, ils ont des boulards sans nom. Autour de moi, j'ai vu, enfin, j'ai les meilleurs joueurs au monde, littéralement, et je peux vous assurer que contrairement à ce qu'il peut y avoir dans le foot, ou peut avoir où tout le monde, enfin tous les top joueurs se croient les meilleurs, les mecs se remettent toujours en question, quoi. Tu demandes Louis, tu lui poses une question, il va te dire je sais pas, il va dire il faut que je regarde, il faut que je vérifie, et il y a beaucoup de je sais. Euh, Tu vois, parfois on vient me poser une question sur Instagram par exemple, et j'essaie toujours d'y répondre. Donc je donne ma réponse sur ce que je pense être la bonne réponse. Et souvent, la personne répond par oui mais, non mais, tu vois. Et, euh, et je trouve que du coup la conversation elle s'arrête un petit peu parce que les gens ils ont leur approche et ils sont pas prêts à écouter autre chose. Moi, la plupart des immenses progrès que j'ai fait, la plupart des immenses progrès que j'ai fait dans mon jeu, c'était lorsque je parlais poker avec un mec et que lui m'expliquait une main et il va me dire un truc qui lui paraissait complètement évident, complètement obvious, mais qui moi va complètement changer ma façon de penser, en tout cas sur ce spot-là ou dans cette configuration-là. Un truc auquel j'avais jamais pensé, lui, il le lâche comme ça complètement naturellement. Et finalement, il s'est même pas rendu compte, mais il m'a donné un indice de fou qui va moi me faire progresser énormément. Et tout ça, ça part du fait que bah, je ferme ma bouche et je l'écoute. Tu vois. Et ça, en France, on a un peu du mal. Ça, en France, on a un peu du mal. Donc c'est pour ça que je suis désolé à ceux qui m'envoient des messages auxquels j'ai pas répondu. C'est que parfois, ça peut être un petit peu blasant en fait, tu parles, t'as l'impression, tu vois, les gens veulent juste te raconter leur bad deal ou peu importe, mais ils sont pas prêts encore, je trouve, suffisamment à progresser. Donc, si j'ai un conseil à donner à la communauté française, même si je l'apprécie énormément et qu'elle est magnifique, etc., c'est peut-être moins d'ego. Tu vois, là récemment, il y a des mecs qui ont gagné des tournois à 600 euros et qui se croient vraiment les meilleurs joueurs sur Terre. Ce qui va faire que vous allez progresser, c'est la remise en question. Et si vous n'avez pas cette remise en question, bah, vous ne deviendrez jamais un meilleur joueur de poker. Donc, partez du principe que vous ne savez pas tout le temps et que aussi, peu importe le joueur qui parle, il aura toujours un truc qui comprendra mieux que vous. C'est obligé. Donc, écoutez-le.